Bonjour Svarou, parlons un peu de l'article sur la mécanique de la manifestation et l'énergie libre. Il était très profond et vraiment génial. J'ai tout compris sauf les parties avec les chiffres. Au passage, les chiffres 6 et 9 ont toujours été mes chiffres préférés. Pas le 3, mais le 6 et le 9, oui. Le 3 est la base, il est dans le 6 et dans le 9, ils sont indissociables. Oui, ce sont des chiffres intéressants. Commençons les questions sur différentes parties de l'article. À un moment, tu as dit, la fréquence d'oscillation de sa source génératrice fait que ces ondes émises au préalable et qui ont été réfléchies vers elles-mêmes interfèrent avec les ondes qui proviennent directement de la source. Cette interférence se produit de telle manière que des points spécifiques sont créés dans le milieu, qui paraissent statiques, d'où le nom de ondes stationnaires. Donc, d'après ce que je comprends, la source émet des ondes, certaines reviennent vers elle, et c'est ainsi que l'onde stationnaire est produite. Oui, parce qu'avant que la partie ascendante de l'onde ne redescende, une autre arrive et la remplace, et ça se passe si rapidement, qu'en fait elle ne redescend jamais. C'est comme la crête d'une vague qui ne devient jamais un creux. Elle est toujours en haut. Car le point de concentration sur la crête est toujours en haut, ainsi il y a toujours de la matière à cet endroit. C'est ton point de conscience qui est en train de créer la crête. Et prends en compte autre chose. Dans une onde, le node est le point d'équilibre entre les crêtes et les creux. Ok. Donc c'est comme ça que se produit la matière? Mais est-ce que l'onde stationnaire est la matière? Ou bien, est-ce que l'onde stationnaire c'est moi, étant consciente? Ou les deux? Le fait d'être consciente de toi-même et d'avoir une perception provoquera des ondes dans la soupe d'énergie potentielle. Ce qui produira des nodes et des crêtes, qui sont de la matière, comme la matière solide. Tu es un point concentré d'énergie consciente, dans une soupe d'énergie potentielle appelée éther. Pour l'énergie c'est pareil, la conscience travaille aussi dans des modèles d'ondes, en utilisant le même principe. Donc, tu es à la fois en dehors de l'éther provoquant les ondes, et à l'intérieur de l'éther comme une onde qui est en train de le créer. C'est difficile à expliquer. En d'autres termes, il n'y a qu'une seule substance et c'est la conscience. Elle crée l'éther et avec lui, elle créera des ondes. Et si on donne des harmoniques spécifiques à ces ondes, cela provoquera des ondes stationnaires, et avec elles, la matière solide. Donc sans perception et conscience, il n'y a pas de matière? C'est exact, car la matière n'est qu'une idée qui provient de la conscience. Mais qu'est-ce qui provoque les points concentrés de la conscience, à l'intérieur de l'éther? Pourquoi ça se concentre en un point? C'est toi qui le fais. C'est la raison pour laquelle tu es à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'éther. Il n'y a rien de physique à proprement parler, qui fait bouger les vagues. Et pourquoi je le fais? Tu le fais parce que tu le peux. Et comment ai-je découvert cette aptitude? Tu es la source, tu peux faire tout ce que tu veux. Et l'explication de ce fameux « pourquoi » demeure un mystère pour tout le monde. Ces thèmes sont fascinants. Je continue avec la question suivante. Tu as dit, toute fréquence non harmonique, qu'elle soit dans les ondes émettrices, incidentes, ou dans celles qui sont réfléchies, engendre une perturbation dans le modèle de l'onde stationnaire, créant une fréquence irrégulière et chaotique qui la dissout, provoquant l'effondrement de l'onde. Ma question est, que se passe-t-il quand l'onde s'effondre? La crête s'effondre. Et alors? Cela provoque la dissolution de la particule. En physique humaine, vous parlez du principe d'entropie. C'est simple à comprendre. Quand une chose reçoit suffisamment d'attention, elle s'épanouit. Dans le cas contraire, elle tend à se désintégrer. Donc l'objet disparaît simplement? Oui, il disparaît, mais il le fait de manière progressive. Cela dépend de la quantité d'énergie qui a été émise au début de sa création. Prends l'exemple d'une maison.
Si on lui prête beaucoup d'attention, elle est toujours agréable et bien entretenue. Mais si on l'abandonne, elle se remplira de termites, s'écroulera, la nature finira par reprendre sa place, la laissant en ruine, et elle finira par disparaître. C'est la même chose pour toi, si tu ne fais pas suffisamment attention à toi, tu commenceras à dégénérer. Une voiture est aussi un bon exemple. Il faut l'entretenir, lui prêter beaucoup d'attention, sinon elle tombe en panne. Oui, je comprends. Mais la matière physique peut-elle littéralement disparaître si aucune conscience n'y prête attention? Je veux dire, dans un endroit isolé où il n'y a personne? Nous entrons, ici, dans des domaines très abstraits. Oui, elle disparaît. La matière solide va se transformer à nouveau en énergie potentielle. Mais comme je l'ai dit, elle se dissipera progressivement. Cependant, depuis un autre point de vue, si cette maison est là et que personne n'est là pour la voir, elle n'est pas vraiment là. C'est juste un morceau de matière. Comme pour tout, elle a besoin d'une conscience qui lui donne du sens, qui la considère et la désigne comme une maison. Et tu la vois comme une maison, parce que tu as des accords de perception, pour voir ces modèles dans l'énergie potentielle comme une maison, et non comme un gros rocher inutile, par exemple. Et oui, ce sont des sujets abstraits, mais c'est comme ça que fonctionne la réalité. En fin de compte, ce n'est qu'une idée, il n'y a pas de réalité, pas plus qu'il n'y a de vérité ultime. Tout ça, ce ne sont que des interprétations. Très bien, je comprends. Alors, question suivante. Tu as dit, ces modèles mathématiques, sous forme de géométrie sacrée, sont directement imposés par l'attention d'une conscience. Ici tu parles de la conscience individuelle comme en parle John Smith? Ou d'une conscience plus grande? Les deux. Et finalement il n'y a pas de conscience individuelle. Elle est toujours une fractale, ou elle est composée de consciences inférieures. Même toi, tu te vois comme une seule conscience, mais en fait tu es la somme de tous les petits morceaux d'informations que chacune de tes cellules transmettent au champ, et ce champ c'est toi. Tes cellules individuelles sont vivantes et fonctionnent par elles-mêmes. Ce sont des consciences individuelles qui sont également constituées d'autres composants plus petits. Et la Terre est composée de la conscience de tous les individus qui s'y trouvent. Dans ce cas, les habitants de la planète seront alors ces cellules. Le champ est-il la même chose que l'éther, ou l'éther n'est-il qu'un médium? C'est les deux. C'est un champ que nous utilisons, et c'est le résultat de l'existence même de la conscience. Il est curieux que la science terrestre ne reconnaisse pas l'existence de l'éther, alors qu'il est tout ce qui est. Les scientifiques de la Terre sont toujours à la recherche des particules primordiales de Dieu, et la seule raison pour laquelle ils les trouvent, c'est parce qu'ils les recherchent. Car ce sont les scientifiques eux-mêmes qui manifestent ce qu'ils recherchent. Tu ne peux jamais chercher sans trouver. C'est un principe de base dans cet univers. Donc l'éther est le résultat de l'existence même de la conscience, c'est ça? Oui. Ou tu peux aussi dire que l'éther est la conscience. Ok. Tu nous as aussi parlé de géométrie sacrée. Tu as dit, les modèles de géométrie sacrée qui forment les ondes stationnaires qui, à leur tour, donnent naissance à la matière. Donc la géométrie sacrée est une sorte de moyen de communication entre les plans? Ce sont comme des portails stellaires? Des véhicules? Oui. La forme, ou géométrie, ce sont les modèles d'attention d'une conscience, ou idée. C'est l'idée en elle-même. Et c'est quel type de géométrie exactement? Il y en a une en particulier? Par exemple, la forme du corps humain. Si tu le décomposes en modèle géométrique, il suivra toujours les mêmes règles, basées sur la dynamique toroïdale. 1, 2, 4, 8, 7, 5, et 3, 6,
9. Donc les idées ont un modèle géométrique, c'est bien ça? Oui, tout ce qui existe, comme la matière solide, se forme sur un modèle géométrique, y compris les objets qui semblent asymétriques ou irréguliers, comme par exemple un rocher. Donc le corps humain, par exemple, est aussi une idée, vu que tout est juste des idées. C'est exactement ce que je dis, oui. Il n'y a pas de matière en tant que telle. Il n'y a pas de monde matériel et de monde spirituel. Ça, c'est la dualité. Tout ce qui existe est la conscience. Et pourquoi les idées prennent forme selon un modèle géométrique? Si elles ne suivaient pas un modèle mathématique parfait, les harmoniques d'une fréquence s'effondreraient, entraînant la destruction de la matière à travers l'entropie. Et les moyens les plus rapides de décrire l'entropie sont les suivants. La combustion. Quand quelque chose brûle, cela libère de l'énergie, car c'est une réaction en chaîne qui dissout rapidement les harmoniques d'une fréquence, faisant ainsi s'effondrer l'onde qui a formé la matière. La rouille, qui n'est rien de plus qu'une combustion lente. La désintégration nucléaire et la fusion, fission, c'est-à-dire l'effondrement de toutes les harmoniques d'une onde, depuis le niveau subatomique, provoquant une grande libération d'énergie, entropie. Mais au final, tout ça, ce ne sont que des idées, y compris les concepts de la matière et de l'éther. Et le monde matériel, le monde spirituel, ne sont que des idées aussi. Rien n'existe sans que quelqu'un ne donne une signification aux choses, à l'énergie. Cela dépasse un petit peu mon entendement pour être honnête. Est-ce que tous les taïgésiens comprennent ces choses? Oui, cela fait partie des connaissances de base ici. Parfois c'est si étrange pour moi lorsque tu écris certaines choses, que j'ai l'impression de lire « Jai fi su ji dia la zu fi 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 faj di judui ». Et que tu termines par « Tu vois ». C'est facile. Je suis désolée. Non, ne sois pas désolé. J'essaie vraiment de comprendre. Alors, la géométrie sacrée, quelle forme a-t-elle généralement? Ou est-ce que ce sont des combinaisons d'une certaine forme? J'adore les dodécaèdres, ou cubes de Métatron. J'ai une lampe de cette forme. J'aime toutes les formes géométriques. Je ne sais pas pourquoi, d'autant plus que je ne comprends pas comment elles fonctionnent, mais j'aime les ressentis qu'elles me procurent. Ce doit être une sorte de mémoire qui se réactive en moi. Quelle forme a la géométrie sacrée? Des combinaisons de n'importe quelle forme géométrique. Mais la plupart sont basées sur la dynamique toroïdale. Une Merkaba est la forme la plus élémentaire d'un toroïde. Et le dodécaèdre? Qu'est-ce qu'il signifie et représente? De plus, est-ce qu'il est bon de méditer sur certaines formes de géométrie sacrée? De les visualiser ou de les regarder pendant une méditation, etc. Le dodécaèdre est une autre forme. Il est lié à la Merkaba. Il semble être une forme complexe composée de formes plus simples. Et oui, si tu le souhaites, tu peux méditer avec de la géométrie sacrée, mais ce n'est pas indispensable. Nous les utilisons pour générer des quantités massives d'électricité, pour tout gérer sur nos planètes et nos vaisseaux. Lorsque tu dis que vous utilisez la Merkaba pour produire de l'électricité, tu veux dire que vous en avez construit une, physiquement? En quel matériau? Ou bien vous la faites au niveau éthérique? On les fabrique avec des cristaux de quartz. Des milliers de petites Merkabas de quartz qui tournent à l'intérieur d'un réacteur. Est-ce la seule façon de fabriquer un réacteur? Avec du quartz et des Merkabas? Ces Merkabas en quartz maintiennent une fréquence et génèrent de la piézoélectricité, qui est une force microélectrique interne, qui fait que lorsque ces Merkabas se combinent toutes entre elles, et qu'elles flottent en formation toroïdale, elles déchargeront cette électricité énormément amplifiée. Et non, ce n'est pas la seule façon de fabriquer un réacteur,
Mais c'est le moyen le plus efficace de fabriquer un petit réacteur compact et puissant. Son efficacité atteint presque 100%. Les petites Merkaba en quartz déchargent leur piézoélectricité entre elles, quand l'une a une polarité différente de celle de l'autre. Cela provoque une grande quantité de micro-étincelles qui, en résumé, vont créer quelque chose comme un soleil artificiel. La forme toroïdale dans laquelle elles tournent augmente également la puissance de la décharge. Et cela fait aussi que certaines Merkaba sont d'une polarité, et que d'autres sont de la polarité opposée, ce qui provoque une étincelle. Ok. J'ai une autre question. Tu as dit, toutes les informations dans le milieu interconnecté et entrelacé sont partagées et affectent toutes ses parties, dans tout le milieu. Mais alors, du fait d'être dans la soupe d'éther du grand tout, où tout est mélangé, sommes-nous affectés par d'autres ondes ou vagues? Comment peut-on se protéger pour qu'elles ne nous affectent pas? Tu ne peux pas te protéger de toi-même. Tu serais celle de qui tu veux te protéger dans ce cas. Tu es la soupe d'énergie potentielle en tant que conscience qui crée tout. Tout est affecté et tout est connecté. Tu ne peux pas isoler une chose d'une autre. Si tu veux te protéger, alors tu dois te transformer en une vague plus forte, pour que les vagues plus petites ne t'affectent pas autant. Cela signifie avoir une personnalité plus forte et une fréquence plus élevée. Je comprends. Mais si une autre personne crée des ondes différentes, qui ne sont pas les ondes que toi tu émets, comme dans un projet, sur lequel on travaille à plusieurs, par exemple. Si je prends l'exemple de notre société immobilière, nous étions 4, et nous n'avons pas pu manifester la réussite, et c'était étrange car d'habitude je manifeste presque toujours ce que je visualise. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait d'autres personnes travaillant sur le projet? C'est ce que tu veux dire avec tout ça? Car à un moment donné, tu as dit, de même, si plusieurs points émetteurs d'énergie ont le même point d'attention ou de focalisation, mais avec des intentions ou des sentiments différents ou contraires, une interférence destructive se créera entre eux. Cela s'applique à la création aussi bien de la matière, que de situations ou d'événements, qui ne sont rien d'autre qu'une séquence animée de positions de matière, manifestée par l'attention d'une ou plusieurs consciences. Je parlerai alors d'interférences destructives. Par exemple, lorsque tu parles de tes projets à quelqu'un et que cette personne est envieuse, elle pourra faire échouer tes plans, étant donné qu'elle aura porté une attention et une focalisation négative dessus. C'est juste un exemple. Mais oui, ce que tu racontes c'est également ça, parce que ces autres personnes avec qui tu étais associé, pouvaient avoir des intentions réelles différentes. Une ou plusieurs pouvaient ne pas souhaiter que le projet fonctionne. Tu veux dire que la jalousie de quelqu'un peut faire échouer mon projet? Même si cette personne ne travaille pas avec moi sur ce projet? Si cette personne connaît suffisamment de détails, oui. Il est donc important de savoir avec qui partager ces détails. Bien sûr, il est parfois impossible de tout cacher. Donc, si quelqu'un est très transparent, comme moi, cela peut être dangereux? Est-ce que cela me rend vulnérable? Oui, mais là encore, il y a une autre composante qui entre en jeu. Ta haute vibration te protège. Mais si tu étais dans un état inférieur, peut-être que les gens pourraient interférer davantage. Ta fréquence est ton bouclier. Cependant, ne raconte pas aux autres ce qui n'est pas nécessaire, surtout aux étrangers. Et comment se protéger davantage contre différentes ondes? Si tu es au courant de ce que l'autre personne est en train de faire, alors tu fais une interprétation personnelle de ce que fait l'autre personne. La meilleure chose à faire pour ne pas être affecté, c'est essayer de ne pas juger, dans le sens de ne pas interpréter, et de maintenir une fréquence élevée. Mais même un petit animal sur une planète lointaine aura une idée, et d'une manière ou d'une autre, cela t'affectera. Pourquoi ? Parce que la conscience de ce petit animal, c'est aussi toi. Tu es la source et ce petit animal l'est aussi, donc tout ce qu'il pensera aura une incidence sur toi. Alors, si c'est comme ça, peut-on vraiment être le créateur autonome de sa réalité? Si même les idées de petits animaux vivant dans des mondes éloignés nous affectent? Oui,
On peut être le créateur autonome de sa réalité. Encore une fois, il s'agit de deux choses contradictoires, mais qui sont vraies toutes les deux. Tu dois savoir ce que tu veux afin d'ignorer, donc de ne pas interpréter pour ne pas juger, les actions de tous les autres, qui sont en réalité d'autres toi. N'oublie pas que si quelqu'un fait quelque chose que tu ne ferais jamais, tu peux l'interpréter comme un exemple de ce que tu ne ferais jamais. C'est un point de repère. Et tu ne ferais jamais cela, quelle que soit cette chose, parce que tu as l'idée, ou l'interprétation, le jugement, que cela ne te serait pas bénéfique. Et si tu peux imaginer que ça n'est pas bénéfique pour toi, c'est parce que tu as déjà expérimenté cet autre exemple en premier lieu. Et c'est ce qui t'aide à savoir ce que tu veux, et ce que tu ne veux pas. Or, le fait d'avoir plus conscience de ce que tu ne veux pas, te donne plus de pouvoir. C'est la raison pour laquelle j'ai révélé le sujet des clones, par exemple. Waouh, j'adore. Je dois réfléchir à tout cela. C'est vraiment intéressant. J'aime les contrastes, tu sais? Les expériences de contraste. Être moche et ensuite belle. Sale puis propre, fatiguée puis reposée. Cela me rend consciente des différents angles et possibilités de mon propre moi. C'est ça, le contraste. Et si tu aimes les deux en même temps, tu commences à les voir comme une unité. C'est ça qu'on appelle la totalité, et transcender la dualité. Oui, je me retrouve dans tout. J'aime ne pas me donner quelque chose tout de suite, juste pour en faire l'expérience plus tard. Ce n'est même pas que je le fais pour savoir ce que j'aime et ce que je veux. Il s'agit plutôt d'étirer l'expérience possible, et d'expérimenter comment je me sens dans les deux extrêmes. Moi par exemple, je laisse de côté les meilleurs morceaux de mon plat de nourriture pour les manger en dernier. Les gens pensent que je mets ces choses de côté parce que je ne les aime pas, alors que c'est tout le contraire. Oui, moi aussi. Je voudrais maintenant te poser la question suivante. Tu as dit, le mouvement et la fréquence de ces ondulations à l'intérieur du milieu sont causés par le point d'attention de l'être conscient, ils formeront la partie de l'espace que cet être conscient verra comme son monde extérieur. Donc tout ce qui reçoit l'attention et la focalisation créative d'une conscience, prendra forme. Ce que tu expliques ici, en gros ça signifie ce que l'on dit souvent, comme quoi ce sur quoi on se concentre, on le crée. C'est bien ça ? Cela signifie que n'importe quelle chose que la conscience imagine et interprète, deviendra son monde extérieur. Et oui, ce que j'ai dit est aussi une façon technique de décrire la loi d'attraction. Pourquoi en troisième densité, c'est parfois si difficile de créer et de manifester les choses ? Parce que les gens ont des envies contradictoires et des besoins qui entrent en conflit les uns avec les autres. Il faut donc se concentrer beaucoup plus sur ce que l'on veut vraiment. Oui, des souhaits contradictoires. C'est très bien exprimé, en 2 mots. Ce qui se manifestera dans ton monde extérieur est le résultat du point qui attire le plus ton attention. Et la plupart du temps, les gens n'en sont pas conscients, c'est ça le problème. Car c'est leur inconscient qui gouverne la majeure partie de leur vie. C'est principalement à cause de ça que les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Oui, je comprends. Voici la question suivante que je me pose. Tu as dit, de cette façon, j'en profite pour expliquer pourquoi la théorie de la Terre plate n'a aucun sens, car absolument tout ce que l'on connaît comme étant de la matière est basé sur les mathématiques du toroïde. Ok, alors si c'est ça, cela signifie que si la Terre est ronde, c'est parce qu'elle est basée sur un toroïde. Mais du coup, pourquoi un concombre n'est pas rond ? Ou même d'autres objets ? Ou alors tu fais référence à un toroïde au niveau éthérique, qui se manifeste ensuite dans la matière de multiples façons. Ces formes complexes proviennent également de la géométrie. Les cellules qui composent le concombre sont des toroïdes. Oui, mais tu as dit dans une de tes réponses, la Terre ne peut pas être plate, parce qu'elle est le reflet d'un toroïde, comme l'est tout le reste dans la matière. Mais par exemple, les arbres ne sont pas ronds. Là aussi c'est de la géométrie.
Un concombre ou un œuf ne ressemblent pas à des toroïdes, et pourtant ils sont basés sur les mêmes mathématiques. Ce sont des spirales doubles de Fibonacci, qui sont des demi-toroïdes placés de chaque côté et formant un tout. D'un point de vue énergétique, les concombres, les arbres ou les êtres humains sont donc des toroïdes, de même que leurs cellules. Alors tu es en train de dire qu'il ne peut rien y avoir de plat dans la nature? Tout ce qui existe est une formation plus ou moins complexe de nombreux toroïdes. Même une particule subatomique est un toroïde. Ce qui ensuite donne une autre forme générale, seraient les harmoniques de la fréquence produite par le toroïde. Les harmoniques sont ceux qui organiseront l'espace où ils formeront des groupes pour former un objet. Mais quand une chose est suffisamment grande, comme l'est la planète Terre, alors elle peut se manifester uniquement comme un toroïde. Parce que dans ce cas, au niveau des fréquences et de leurs harmoniques, il n'y a pas d'autre dynamique pour manifester autre chose. C'est pourquoi les galaxies, les étoiles et les planètes sont rondes, c'est-à-dire toroïdales. Il n'y a pas d'autre forme? Non, il n'y en a pas d'autre. Même ce qui est juste une surface plane, est composé de nombreuses choses rondes. C'est la formation primordiale pour la matière. N'importe quelle autre forme ferait s'effondrer l'onde, transformant la matière solide en énergie potentielle. Waouh, c'est très complexe pour moi. Une question plus facile maintenant. Nikola Tesla était-il un extraterrestre incarné en humain? Oui, il l'était. Sais-tu de quelle race il était? Et en était-il conscient? C'était un lyrien de Vénus. Et oui, il le savait, il en était pleinement conscient. Et il était en contact avec son peuple, en tout cas pendant un temps. À la base, les Lyriens sont originaires des planètes Lyra et Avalon, ou Avion, dans le système de l'étoile Vega, dans la constellation de la Lyre. Mais les Lyriens sont les ancêtres des 450 000 races de type humain, vivant dans ce cadran de la galaxie. Autrement dit, tous les êtres d'apparence humaine sont Lyriens. Vénus est plus agréable que la Terre. Elle possède un meilleur climat, plus de nourriture, et elle est en meilleure santé en tant que planète. L'air y est plus propre et l'environnement aussi. Même la gravité y est plus douce. La planète Terre est hostile, Vénus ne l'est pas. Vénus est un endroit très agréable, c'est une planète tropicale paradisiaque. Ok. J'ai une question importante. Tu as dit, dans ma civilisation, presque tout se fait par voie aérienne en utilisant une technologie d'annulation et de manipulation de la gravité dont je parlerai plus tard. Est-ce ainsi que les pyramides ont été construites? À l'aide d'appareils à antigravité, entre autres? Oui, ils ont annulé la gravité et ensuite ils ont déplacé les pierres. Et ils ont remis en place la gravité. Incroyable. Et ils ont utilisé de l'électricité à énergie libre, non? Oui, les pyramides sont des centrales d'énergie à l'échelle mondiale, qui fournissaient de l'énergie libre à la Terre entière, pas seulement à l'Égypte. Quelqu'un vient de me demander sur ma chaîne à l'instant, qu'est-ce que la gravité en général? Qu'est-ce qui nous maintient sur le sol? Nos scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre. Oh, la gravité. C'est un sujet controversé. Ils ne peuvent pas découvrir ce que c'est, parce qu'ils ne reconnaissent pas l'existence de l'éther. La gravité est un flux électromagnétique, ou si vous préférez, un effet secondaire de la magnétosphère d'une planète. Mais ce flux est à la frontière de l'éther, donc il ne peut pas être observé. C'est la raison pour laquelle la Kabbale a des difficultés pour découvrir de quoi il s'agit. Parce que c'est du côté de l'éther et qu'ils ne reconnaissent même pas que l'éther existe. Encore une fois, comme l'a dit Nikola Tesla, le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que dans tous les siècles précédents de son existence.
Comment la Kabbale peut-elle ne pas reconnaître l'existence de l'éther, tout en possédant la technologie de l'énergie libre? On n'a pas besoin de savoir des choses sur l'éther pour développer l'énergie libre? La Kabbale reconnaît l'éther pour sa propre haute technologie, mais pas pour le peuple. Car pour la Kabbale, cela fait partie des connaissances que les gens ne devraient pas avoir. Il existe deux sciences différentes sur Terre. La plus avancée, que la Kabbale possède pour elle-même, et celle qu'ils disent avoir pour la société. Dans la deuxième, l'éther n'est pas reconnu, dans la première, il l'est. Ok, j'ai compris. Dernière question et je te laisse partir. Y a-t-il quelque chose que les gens ordinaires peuvent faire avec toutes les informations parues dans la dernière vidéo, mécanique de la manifestation et énergie libre? Quelque chose de pratique à appliquer? Oui, ils peuvent appliquer ces informations à la construction de bobines Rodin plus efficaces. Surtout en utilisant de meilleurs matériaux. Ah! C'est pour les gens ordinaires ça? Oui, en général la bobine Rodin est le dispositif d'énergie libre le plus simple à fabriquer, ou l'exemple le plus simple. Elle amplifie énormément l'électricité. Mais son problème est qu'elle a encore besoin d'une source externe et que son matériau n'est pas suffisamment conducteur. Ok, si tu le dis. Pourquoi? Parce que je n'y comprends rien, et que cela me fascine de voir comment tu dis toujours ces choses scientifiques d'une manière si évidente. Je ne suis pas du tout scientifique. Mais d'autres personnes comprendront, alors ne t'inquiète pas. Il faudrait que je formule mieux mes descriptions. Je ferai mon maximum pour donner une meilleure description des choses. Non, ne change pas ta façon de t'exprimer pour moi. C'est juste moi. Il y a beaucoup de gens qui comprendront, ceux qui connaissent ces choses-là. En réalité, je me moque de moi-même. Tu fais un excellent travail, comme toujours, et merci. Ça a été un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Continuons la prochaine fois. Merci Gosia, à la prochaine fois.